Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation contre les troubles du comportement alimentaire. Pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, on va parler essentiellement d'anorexie, de boulimie, peut-être d'autres pathologies. On va parler plus particulièrement du parcours, de la prise en charge, des difficultés qui peuvent être rencontrées, et surtout de ce qu'on peut apporter pour proposer des solutions, puisqu'on estime qu'en France, 1 million de personnes globalement souffriraient de troubles du comportement alimentaire et la moitié ne serait pas diagnostiquée. Donc l'idée, c'est de vulgariser, de sensibiliser pour que cet ensemble de troubles, de pathologies permettent d'être mieux pris en charge. Et donc, on a plein d'experts autour de la table, mais aussi à distance, qui pourront répondre à vos questions et qui vont aussi donner leur expérience pour essayer, encore une fois, d'améliorer, je ne vais pas dire l'image, mais en tout cas, l'information, tout ça pour que le patient soit mieux pris en charge. Et je vais peut-être commencer par donner la parole à la présidente. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous accueillir aussi. Merci d'avoir accepté d'animer cette table ronde. C'est un jour important pour nous parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'on organise une journée sur les troubles des conduites alimentaires, leur prévention et puis la sensibilisation à ces questions. Je pense qu'on a mis cette année au centre des questions l'entourage et je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que toutes les personnes qui accompagnent des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires se retrouvent elles-mêmes dans une situation compliquée, difficile, qu'il y a eu des positionnements du monde soignant extrêmement différents en fonction des époques et qu'il reste aussi des choses dont on pourra sûrement parler aujourd'hui, qui sont parfois stigmatisantes sur la position des parents, des mères. Et puis maintenant, je pense que notre milieu soignant voit dans les familles un soutien et une capacité d'aide pour les patients. Et je pense que c'est ce dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Parce que justement, souvent, l'entourage est le premier recours, puisque souvent, c'est eux qui vont alerter, se rendre compte qu'il y a un problème, puisque spontanément, la personne qui souffre de troubles de comportement alimentaire va rarement ou peu consulter d'elle-même. Donc, c'est souvent l'entourage qui va souvent voir ses premiers signes et être un peu perdu en disant « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Est-ce qu'il y a quelques messages simples qu'on pourrait transmettre justement à l'entourage pour déjà ne pas culpabiliser ? Parce qu'il y a souvent une culpabilité de la part notamment des parents en se disant « mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour que mon enfant soit peut-être anorexique ?» Et puis derrière, peut-être vers qui se tourner. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est quand on parle de troubles des conduites alimentaires ou comportement alimentaire ou troubles alimentaires, c'est la même chose, on pense tout de suite à l'anorexie mentale. Vous voyez, spontanément, on part dessus, alors qu'il y a la boulimie et l'hyperphagie boulimique et que c'est beaucoup plus fréquent. Alors, si on veut parler de l'anorexie, oui, effectivement, c'est souvent l'entourage qui va voir. Si on parle de la boulimie, c'est souvent quelque chose d'extrêmement caché que les personnes reconnaissent, mais dont elles ne parlent pas. Et si on parle de l'hyperphagie boulimique, c'est encore plus caché. Et quand on répond au téléphone sur la ligne dont on pourra parler tout à l'heure, qui est une ligne d'écoute ou une ligne d'accompagnement, on découvre que des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, en souffrent depuis qu'elles ont 20 ans, mais n'en ont jamais parlé. Donc, c'est vrai que c'est important aussi aujourd'hui qu'on élargisse au-delà de l'anorexie mentale. Après, je pense que vous avez raison, les gens ne comprennent souvent pas que quand on a un problème avec l'alimentation, ce n'est pas un problème de volonté. Donc, il ne suffit pas de dire aux gens qu'il y a un problème avec l'alimentation, bien écoute, prends-toi en main ou mange un petit peu et ça ira beaucoup mieux. Je crois que c'est la première chose. Et puis, je pense que les gens vont découvrir aussi des choses autour des troubles des conduites alimentaires qui vont leur permettre un petit peu de mieux comprendre pour mieux accompagner. Du coup, on parle peut-être du premier recours. Quand on parle de parcours de soins, c'est souvent peut-être le médecin généraliste qu'il faut voir en premier. Est-ce qu'il y a peut-être des signes, des choses qui doivent alerter pour dire « Ok, on va peut-être devoir débuter une prise en charge ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit mettre la puce à l'oreille ou en tout cas se dire « Il faut que j'aille voir quelqu'un, dans quel délai ?» Est-ce qu'il faut aller aux urgences? Parce que c'est souvent une problématique qui peut se poser. Je vois que mon enfant va, ou en tout cas mon ado ou ma fille, peu importe, va de moins en moins bien. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent répondre à cette question? Alors, je pense que Ludovic a pas mal travaillé sur aider les médecins généralistes à identifier ces troubles. Très bien. Eh bien, on va donner la parole à Ludovic, du coup. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je saisis la balle au bon. On a développé il y a quelques temps de cela une plaquette pour les généralistes qui s'appelle l'anorexie en 5 consultations. Et c'est devenu en version numérique anorexie cyclique. Et en fait, l'idée, puisque les médecins généralistes sont les interlocuteurs de première ligne des familles, est bien de les aider à, je dirais, structurer une première ligne de prise en charge qui peut être tout à fait efficiente en leur donnant un certain nombre d'outils, d'indications, d'éléments à rechercher plus particulièrement. Et puis, dans cette plaquette, l'idée, c'est aussi de leur donner des indications pour la suite.
si jamais, voilà, au terme des 5, 6, 7 consultations, on va dire, initiales, eh bien, des soins plus spécialisés étaient nécessaires. Parce que du coup, il y a la problématique ensuite aussi de l'accès aux spécialistes. On sait que les délais de consultation sont de plus en plus longs, que la situation n'a pas trop l'air de s'améliorer, voire plutôt tendance à s'aggraver. Comment est-ce qu'on fait justement pour prendre en charge, j'ai cru comprendre, des enfants parfois de plus en plus jeunes, avec de moins en moins de praticiens, ou en tout cas des praticiens qui ont de moins en moins de temps disponible. Il y a aussi l'offre de soins, même si on est en France, on se rend compte qu'elle est très inégalitaire d'ailleurs entre les régions, entre les villes, et qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, est-ce qu'on a une idée un peu de quel est le délai qu'on doit avoir, quel est le délai acceptable? Parce que souvent, les parents sont un peu dans l'urgence, il y a l'accès du médecin traitant et très vite, il faut qu'on passe la main, je suis moi-même médecin généraliste, mais du coup, sous quel délai on doit se dire qu'il doit y avoir une prise en charge et surtout, est-ce qu'on a des alternatives? On pense systématiquement aux structures hospitalières, on oublie tout ce qui est à côté. Il y a aussi un réseau de villes qui peut être efficace. Est-ce qu'on a une idée de comment faire? Est-ce que... Je pense que ce qui est important dans la prise en charge, c'est qu'elle soit pluridisciplinaire d'emblée. Et ça peut être en ville, c'est-à-dire on peut avoir l'appui d'un psychologue, on peut avoir l'appui d'une diététicienne, ou on peut avoir aussi l'appui d'un psychiatre si c'est nécessaire. Et ça se construit progressivement. Et je pense qu'il est important qu'il y ait quelqu'un qui soit le coordonnateur de cette prise en charge. Et le médecin généraliste est en position d'orienter et d'être coordonnateur en fonction des besoins qu'il peut identifier. Et ça sont déjà des soins adaptés. Après, si ce premier niveau de soins pluridisciplinaire et adapté ne suffit pas, à ce moment-là, oui, il peut y avoir recours à un service spécialisé. Mais je pense que mes collègues vont vous le dire, il y a des délais d'attente effectivement extrêmement importants actuellement et il faut pouvoir organiser des soins qui sont des soins d'attente. Vous évoquiez les très jeunes et je pense que Colline, qui est ici, est spécialisée sur les plus jeunes jusqu'à 12 ans et peut-être peut répondre à ces questions pour les plus jeunes. Parce que justement, j'ai cru comprendre que on voyait initialement, en tout cas classiquement, des ados, des pré-ados, et que là, depuis quelque temps, les professionnels auraient l'impression de voir des plus en plus jeunes, 8, 9, 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose que, Colline, vous avez observé? Et d'ailleurs, peut-être est-ce qu'on a un brin d'explication? Est-ce que c'est lié à la société qui change? Ou est-ce qu'on fait peut-être un peu plus de repérage? Je ne sais pas où est-ce qu'on peut passer le curseur? C'est une très bonne question. En pratique, donc moi, j'exerce comme pédopsychiatre à Robert-Debré et là, ce qu'on voit, c'est effectivement des premiers symptômes qui peuvent arriver dès la fin de la maternelle avec des enfants de 6-7 ans qui peuvent présenter des tableaux déjà très constitués d'anorexie mentale. Alors, 6-7 ans, ça reste rare. C'est évidemment pas ce qu'on voit le plus, mais on en a. Et 8-11 ans, on en a clairement, ce sont les enfants dont je m'occupe en hospitalisation et qu'on suit en consultation. Donc ces formes à début très précoce qui en fait interviennent alors que le processus d'adolescence n'a pas vraiment commencé et pense les parents à des millions de kilomètres d'imaginer que l'anorexie puisse tomber sur son gamin, entre guillemets, c'est effectivement des choses qu'on voit. Donc, est-ce qu'on les repère plus précocement? J'aimerais beaucoup. Parfois, oui. Parfois, non. Malheureusement, il y a des enfants qui arrivent après un parcours d'errance assez long parce que leurs symptômes étaient un peu aspécifiques, c'est-à-dire ils avaient des maux de ventre, ils avaient des nausées, ils n'avaient pas verbalisé, exprimé qu'il y avait une peur de grossir. Ou alors ils ont mis très longtemps à l'exprimer et du coup finalement il y a eu une errance, ils ont vu plein de médecins, des gastros, ils ont vu des spécialistes, chirurgiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, enfin voilà, donc on a des parcours comme ça qui traînent parfois et puis dans d'autres cas, heureusement des prises en charge très rapides, sachant que les tableaux chez les enfants, en fait, le problème qu'on a, c'est que ça se dégrade très vite potentiellement, puisque plus souvent que les grands, on va avoir des tableaux avec une limitation en fait des apports de boissons et du coup des enfants qui arrêtent de boire ou qui boivent plus qu'un petit verre d'eau par jour, ce qui rapidement est insuffisant pour que les reins fonctionnent bien et qu'ils restent en bonne santé. Et puis aussi des enfants qui peuvent rapidement se mettre à ne plus du tout manger. Et donc, évidemment, un enfant qui ne mange plus du tout ou qui ne boit plus du tout, normalement, ses parents l'amènent aux urgences et ils ont raison. C'est une situation d'urgence, c'est grave. Voilà. Et donc, on a
on a des tableaux qui sont assez aigus, brutals, qui arrivent aux urgences vite. Et puis, il y a des tableaux, le début est un peu plus insidieux. On ne reconnaît pas bien l'anorexie. Bon, on ne va pas jeter la pierre, hein, c'est difficile parce que parfois, voilà, il n'y a pas vraiment, les pensées anorexiques ne sont pas vraiment exprimées, les comportements anorexiques ne sont pas faciles à reconnaître quand on n'a pas l'habitude. Et donc, il peut y avoir du délai. Après, pour nous, c'est vraiment des situations très urgentes, a fortiori chez les très petits. Donc, on essaye vraiment de prioriser l'accès aux soins, surtout pour les situations les plus graves. Mais bien sûr, c'est compliqué. On s'appuie beaucoup sur les services de pédiatrie quand il y a des situations d'urgence vitale, des nécessités de sauvetage nutritionnel. Et puis, on prend le relais, si c'est nécessaire, sur notre unité spécialisée dans un deuxième temps. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de guider les collègues des services de pédiatrie, de leur donner des conseils, répondre à leurs questions, de manière, en fait, à leur apporter la petite compétence un peu surspécialisée qui peut leur manquer pour optimiser les soins, y compris en province, y compris hors de l'Île-de-France, de cette manière-là aussi pouvoir favoriser des soins près des enfants, près des parents. On nous pose la question là, notamment sur les réseaux, pour savoir est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur un éventuel trouble du comportement. Est-ce que on peut, parce que parfois les parents vont aussi culpabiliser en disant mais j'ai pas su moi de mon côté peut-être mettre certaines règles. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle, je sais pas, déclencheur, favorisant, prédisposant, je sais pas quel mot on peut mettre sur les réseaux liés à l'image de soi. On se rend compte que notamment sur Instagram, le culte du corps un peu parfait, de l'alimentation healthy, on fait très attention. Est-ce que ça c'est des influences, des choses peut-être qu'il faut sensibiliser les parents pour dire attention, faites attention à ça, ou peut-être pas? De nombreux facteurs dans l'environnement des enfants peuvent les influencer. Après, on sait que cette maladie, elle est complètement multifactorielle, donc vous n'aurez jamais une cause unique. Ce n'est pas que la génétique, ce n'est pas que l'environnement, ce n'est pas que une remarque blessante d'une camarade de classe qui dit t'es grosse. Ce n'est pas une seule chose qui va faire que l'enfant va devenir anorexique. Après, sur les réseaux sociaux, souvent, les adultes n'ont pas en tête que dès le CM1, CM2, il y a plein d'enfants qui sont sur les réseaux. Et donc, il y a les problématiques de cyberharcèlement. On a beaucoup ces situations-là, de harcèlement en milieu scolaire ou de harcèlement sur les réseaux. Et pas que des collégiens, ça peut se voir, même CM2 des fois. Et donc, ces situations où les enfants se retrouvent en souffrance peuvent contribuer, mais au milieu d'autres facteurs, sur un terrain prédisposé, à voir se développer une pathologie restrictive du comportement alimentaire comme une anorexie mentale. Il y a la question des enfants, mais aussi celle des adolescents. Et quand on parle d'adolescents, on pense tout de suite à des choses parfois un peu plus compliquées, où l'adolescent est peut-être un peu plus opposant que le plus petit enfant ou l'adulte. Peut-être que je caricature un peu, mais que du coup, on a souvent l'entourage qui se retrouve un peu au milieu de tout ça, presque en arbitre, si je peux dire, peut-être que je me trompe. Corinne, quelle est votre expérience à ce propos par rapport aux adolescents? Je crois que vous suivez un peu plus justement. Oui, moi je travaille dans la maison de Solène, donc une maison des adolescents. On accueille les 12-18 ans, donc nous on est un peu dans la continuité de ce qui est fait par Colin Sturder. Alors c'est vrai qu'avec les adolescents, c'est encore autre chose parce qu'il y a finalement deux phénomènes qui s'entrechoquent. C'est le processus adolescent avec tous les conflits et les modifications de comportement, les conflits avec la famille. Enfin, bon, donc il y a ce processus qui est en cours. Et là-dessus, effectivement, émerge le trouble alimentaire qui va apporter des symptômes, d'autres causes de tension intrafamiliale. Donc c'est vrai que c'est parfois super compliqué finalement pour les parents ou l'entourage proche, on dit les parents, mais l'entourage au sens large, de distinguer ce qui revient finalement à l'émergence d'un symptôme qui vient parler d'une souffrance profonde de ce qui revient finalement à un processus adolescent, à une crise adolescente lambda. Et ça, c'est super compliqué. Il faut bien aider et guider les parents autour de ça, justement au moment où on les accueille, mais aussi après, lors de l'évolution du trouble et de l'accompagnement dans les soins, où effectivement les parents sont parfois un peu perdus, un peu perplexes, surtout, alors là je bondis un peu, je vais sur déjà, parce qu'on est quand même très optimiste, vers la guérison, ou en tout cas sur la fin du parcours, où là parfois les parents vont se fixer ou se cristalliser sur des éléments qui au fond sont plus du ressort du symptôme anorexique ou TCA, mais plus du ressort de l'émergence pour le coup de l'adolescence. Et donc il faut vraiment les accompagner, les aider
à identifier tout ça. La question d'identification, je pense, des troubles, on parlait en termes de repérage, mais l'identification de tous ces mouvements adolescents qui se confondent avec les symptômes, c'est vraiment, ça fait partie aussi de notre rôle en tant que professionnel d'accompagner l'entourage sur ces éléments-là. Parce que est-ce qu'on peut dire que l'entourage fait aussi partie du traitement dans la prise en charge? On prend en charge l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, mais aussi l'entourage qui sont acteurs des soins, parce que je crois qu'il y a aussi des thérapies familiales où les parents peuvent, ou en tout cas les proches peuvent aussi participer. Oui, je pense que la famille est vraiment un élément des soins. Et en particulier les parents, mais aussi les frères et sœurs. Et il y a des dispositifs qu'on appelle de thérapie familiale qui ont montré leur efficacité dans la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, avec pas mal de recherches qui a été menée dans ce domaine, alors beaucoup dans l'anorexie mentale, mais aussi dans la boulimie. Et il y a une recherche en ce moment qui concerne à la fois la Maison de Solène, Montpellier, Marseille, plusieurs équipes à Paris, l'Institut Mutualisme Montsouris, l'équipe dans laquelle je travaille, et dans laquelle est impliquée d'ailleurs Flora, qui a pu mener des groupes de thérapie familiale et multifamiliale, et qui, je pense, peut nous en dire un mot. Oui, parce que Flora, je suppose que quand le malade, le patient va mieux, c'est aussi les proches qui vont mieux, parce que je pense qu'ils souffrent avec, même si la souffrance n'est pas tout à fait la même, évidemment, mais c'est important de les prendre en charge, à la fois pour améliorer la qualité, et pour guérir le patient, mais aussi pour qu'eux aillent bien. C'est une prise en charge globale que vous devez faire. Bien sûr, et c'est vraiment extrêmement important pour les familles de pouvoir leur apporter ce soin assez rapidement, alors qu'il soit un soin de thérapie familiale ou des fois au début de la pathologie des groupes de parents, mais en tout cas un soutien rapide des parents et de leur dire d'emblée que notre position n'est plus, parce qu'elle l'a été dans le soin de l'anorexie à un moment, de penser que les parents sont en cause, mais de penser qu'ils sont de vrais alliés pour nous et pour leurs enfants, afin d'aller vers une guérison complète. Donc l'idée, Corinne, elle en a bien parlé. L'idée, c'est quand même, à travers ces thérapies, et on parlait de la thérapie multifamiliale. Donc la thérapie multifamiliale, elle vise à mettre ensemble plusieurs familles, en général entre 5 et 7 familles, dans un même groupe avec des thérapeutes. Et cette famille qui vont interagir autour de thématiques en fait qui concernent l'anorexie mentale et l'accompagnement de leurs enfants. Et elles vont progressivement arriver à trouver des solutions, à co-construire des solutions, bien sûr avec les soignants, avec l'aide des soignants, mais progressivement finalement entre elles. Et c'est ça qui est le plus magique en fait dans ces thérapies, parce qu'on voit à quel point la famille est une ressource et arrive à être extrêmement inventive dans le soin. Ça nous apporte beaucoup aussi dans l'amélioration de nos soins. Oui, vous voulez apporter un élément de précision? Oui, peut-être juste compléter de ce que dit Flora avec l'idée que la prise en charge familiale ne se résume pas aux thérapies familiales pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent un peu ce que sont les soins. L'approche familiale, c'est global, ça va de la simple consultation, de l'entretien, de l'échange mail, du soutien, de l'accompagnement, des groupes de parole. Voilà, la prise en charge familiale, c'est large. Évidemment, la thérapie familiale, c'est un outil central, mais il y a vraiment tout cet accompagnement du quotidien, et qui pour le coup n'est pas réservé aux spécialistes, qui aussi peut être fait par les médecins de premier recours et toutes les personnes qui ont l'envie de s'investir auprès de ces familles. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle des enfants, des adolescents. J'ai moi-même commis l'écueil de ne parler quasiment que de ça et d'aborder le prisme des troubles des conduites alimentaires que sur ça. Et on a une question en me disant comment permettre une meilleure prise en charge des adultes souffrant de troubles de comportement alimentaire, car souvent on pense à tort que cela ne concerne que des enfants ou des adolescents. Et comment réduire le délai d'admission dans les structures spécialisées? Alors là, on a deux éléments. C'est vrai qu'on oublie que l'enfant, l'adolescent non traité, c'est un adolescent ou un enfant qui va devenir adulte et qui va continuer de souffrir et parfois errer des années et des années. D'ailleurs, sur les réseaux, j'avais le témoignage d'une personne de 45 ans qui n'est pas prise en charge parce que, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans à ne pas être diagnostiqué ou en tout cas pris en charge correctement? Alors, ce qui se passe, c'est que les troubles des conduites alimentaires, ça peut commencer à n'importe quel âge. Il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des pics de fréquence. C'est-à-dire qu'on sait que plus le trouble est restrictif, comme on parlait Colline tout à l'heure, plus il va commencer tôt, en moyenne. Donc, l'anorexie mentale, les pics, c'est 12, 14 ans, et puis ça peut exister plus tôt et ça peut exister plus tard. Mais on sait que aussi, par exemple, la boulimie, ce sera plus un début vers l'âge de 18 ans et l'hyperphagie boulimique plus au début de l'âge adulte. Donc, en fait, comme ce sont aussi des troubles qui durent longtemps, qui peuvent durer plusieurs années,
voire pour certains très très longtemps, on retrouve des adultes qui débutent leurs troubles à l'âge adulte ou des gens qui sont malades depuis longtemps. Et pour les personnes qui débutent leurs troubles, souvent d'en parler, de pouvoir l'évoquer, comme c'est mal connu auprès des médecins, eh bien, ils ont le sentiment de ne pas être entendus ou de ne pas être reconnus. Et rentrer dans les soins peut être difficile. Et puis pour les gens qui sont malades depuis longtemps, parfois demander des soins, c'est compliqué. Parce que quand on a déjà eu des soins qui étaient des soins pour lesquels on a pu souffrir ou avoir des difficultés ou ça n'a pas marché, on n'a pas forcément envie de retourner dans les soins. Alors quand vous me dites que quelqu'un n'a pas pu en parler et à 45 ans on se retrouve dans cette situation, il y a des éléments multiples. Il y a le fait que déjà peut-être des médecins n'ont pas reconnu ces troubles, que la prise de conscience est tardive, que par ailleurs parfois pour certaines formes de troubles, on en a honte. Et donc, on ne veut pas en parler, on le cache, on pense que ça va disparaître avec le temps. Et en fait, malheureusement, ça s'aggrave avec le temps. Et je pense qu'il y a autour de la table des gens qui ont l'habitude de prendre en charge des adultes, comme Élisée, par exemple, qui a pu travailler pendant assez longtemps avec des adultes. Et d'ailleurs, Élisée, on se demande, enfin, en tout cas, on peut se dire, est-ce que des adultes sont peut-être plus compliqués à prendre en charge? Est-ce que les symptômes, lorsqu'ils sont un peu enquistés, après des années parfois d'errance, est-ce que c'est plus difficile la prise en charge ou finalement, une fois qu'ils sont dans le bon circuit, avec les bons praticiens, on arrive à avoir malgré tout de bons résultats? Alors, le message que je voudrais transmettre, c'est que ce n'est pas forcément plus difficile de s'en sortir lorsqu'on est adulte. Le professeur Godard le rappelait, il y a deux types de populations chez les personnes adultes qui souffrent de troubles alimentaires. Il y a ceux qui sont malades depuis très longtemps et puis ceux qui déclenchent un trouble alors qu'ils sont déjà adultes, à la faveur d'un événement de vie difficile ou autre, bien sûr, mais sur une vulnérabilité. Donc, je dirais que ce n'est pas plus difficile de s'en sortir. En revanche, le soin, lorsqu'il est possible d'y avoir accès en étant adulte, repose davantage sur une démarche personnelle au départ. Il y a peut-être une difficulté d'accès à des spécialistes et une difficulté à s'investir parfois dans des hospitalisations qui vont venir en rupture d'une carrière professionnelle, d'une vie familiale déjà installée ou autre. Chez les adolescents, il y a évidemment rupture avec la scolarité, mais chez les adultes, il y a parfois une difficulté à venir dire à son employeur, voilà, je vais être arrêté pendant plusieurs mois, ou à dire à son conjoint, là, je vais devoir te laisser un petit peu plus t'occuper des enfants parce que je vais devoir soigner mes troubles. En revanche, ce qu'on constate chez les adultes, c'est peut-être une meilleure connaissance de soi parce qu'on connaît un petit peu plus sa personnalité, ses réactions et donc des outils un petit peu différents dans ce qu'on peut proposer, comme les thérapies motivationnelles ou les thérapies cognitivo-comportementales qu'on va pouvoir proposer à des adultes de façon un petit peu plus précise que si on est face à un public adolescent. Mais bien sûr, on peut faire des choses même à l'âge adulte. Oui. Et vous parliez justement de difficultés peut-être de repérage et peut-être aussi de la part des médecins généralistes dont je fais partie, parce que globalement, peut-être que je me trompe, mais l'anorexie, on va avoir un indice de masse corporelle, l'IMC, qui va être bas, donc finalement, ça va être assez facile en tout cas de commencer à avoir la puce à l'oreille. En revanche, il y a des stratégies d'adaptation quand il y a la boulimie et que derrière, il y a des stratégies de compensation, soit par des vomissements, soit par une activité physique importante, soit par un jeûne prolongé. Et bien là, on a un poids corporel qui est normal. Peut-être qu'il y a des éléments qui devraient peut-être alerter soit l'entourage, soit les médecins pour essayer de mieux peut-être repérer ou au moins d'ouvrir une porte. Peut-être que le patient ne viendra pas tout de suite être pris en charge, mais au moins on aura planté la petite graine pour peut-être permettre une prise en charge. Donc, peut-être est-ce que vous avez 2-3 peut-être conseils pratiques qu'on peut essayer de retenir? Alors, je ne veux pas parler à la place des médecins, je laisserai la parole à un médecin ensuite, mais en ce qui concerne la boulimie, en effet, on retrouve très fréquemment un poids normal ou des variations, des effets de yo-yo au rythme de la fréquence des crises lorsque il y a tentative d'élimination, puisque c'est ce qui caractérise la boulimie, c'est la prise alimentaire, mais ensuite la question de l'élimination, soit par des vomissements, c'est ce qui est le plus connu, mais il y a également la restriction, le jeûne complet pendant un certain nombre de repas ou l'activité physique intense. Donc en effet, on peut avoir le poids qui se maintient ou qui fait un petit peu yo-yo.
Ce qui peut faire, je dirais, signe d'appel lors d'une consultation, ça va être potentiellement des douleurs digestives, des patients qui vont peut-être se plaindre de ballonnements, de choses comme ça autour de la digestion, ou bien tout ce qu'on va appeler dans notre jargon les comorbidités, qui sont donc les symptômes psychiatriques qu'on peut avoir en parallèle du trouble alimentaire. Et chez les personnes boulimiques, on va avoir notamment la question de l'estime de soi qui est extrêmement impactée. Bon, on vous recevra juste après, Élisée, une fois que ça sera capté. Alors, on a deux questions qui se rejoignent. Alors, tout d'abord, une forme de témoignage au coup de gueule. Si je comprends bien, c'est Gaël qui dit « Il faut à tout prix développer les structures type maison de Solène. Nous avons dû déménager à 10 000 km de là pour faire soigner notre fille. » Et on a un deuxième témoignage qui rejoint le premier en nous demandant « Mais quelle prise en charge pour les jeunes adultes ? Très peu de structures pour les jeunes adultes. Pour ma part, ma fille âgée de 24 ans souffre de TCA depuis 2013. » Peut-être rappeler ce que c'est que la maison de Solène. C'est vrai qu'on entend un peu régulièrement parler, en bien évidemment, et de se dire est-ce que ce modèle est déjà transposé un peu ailleurs ou est-ce qu'il faudrait peut-être le pérenniser? Parce que je crois que ça apporte pas mal de choses. Je crois que la personne la mieux placée, c'est Corinne, puisqu'elle y travaille pour en parler. Ah ben voilà, c'est très bien Corinne. Ça, avec plaisir. Allez-y Corinne, dites-nous ce que c'est que la maison de Solène. Déjà, c'est une maison des adolescents et le concept de maison des adolescents, c'est quelque chose d'assez récent qui s'est développé il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est vraiment des lieux qui sont dédiés à l'accueil de la souffrance adolescente, qui, j'ai envie de dire, quels que soient les symptômes finalement qui conduit l'ado. Voilà, donc il y a différents modèles de maisons des ados, peu importe. En tout cas, la maison de Solène, c'est un service hospitalier universitaire qui est adossé à l'hôpital Cochin et donc qui accueille de façon non sectorisée, qui prend en charge en théorie tous les patients du territoire national et même en dehors. Je regardais les commentaires. Effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle que nos services sont tellement saturés qu'on ne peut aujourd'hui accueillir que les patients d'Île-de-France. Et même sur les patients d'Île-de-France, on est aujourd'hui en sursaturation et on n'arrive plus à répondre à la demande. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, c'était quand même assez différent, on avait la capacité à accueillir des patients difficiles ou complexes d'autres régions. Donc, la Maison de Solène, c'est une structure pluridisciplinaire. Je pense que ce qui la caractérise, c'est les capacités, la qualité de l'accueil. C'est la volonté de travailler en convergence, toutes disciplines et perspectives confondues. Et ça, c'est un challenge pas évident de mixer au quotidien et sur tous les aspects de la prise en charge, les perspectives des psychiatres, des somaticiens, des psychologues, des diététiciens. Donc, c'est un espèce de melting pot où il y a vraiment un métissage qui est vraiment complexe, mais qui apporte vraiment une plus-value à la prise en charge. Je pense mais bon, on n'est pas les seuls à l'avoir développé, c'est vraiment la question de l'accueil aussi des familles et de la place qui est faite à la famille. Et puis peut-être aussi une spécificité, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans la durée, dans l'accompagnement et qu'il y a vraiment du coup un parcours institutionnel à l'intérieur de cette maison qui devient un peu la maison des ados, mais la maison aussi des parents, la maison des fratries, puisqu'on a développé des groupes d'accueil aussi pour les frères et sœurs de ces patients-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Est super nécessaire parce que quand on parle de l'impact du symptôme, on parle de l'impact du symptôme sur les parents souvent. Oui, d'ailleurs, moi, je vais parler que des parents, je n'ai pas parlé spontanément des frères et des sœurs qui aussi subissent et vivent avec. Comme le diraient les ados, qui prennent cher vraiment et qui sont vraiment en souffrance, souvent effectivement, qui vont être traversés par des émotions multiples, qui ne savent pas comment trouver leur place, qu'il faut dire, pas dire, comment il faut communiquer avec la famille, comment ils doivent communiquer avec leurs copains, est-ce qu'il faut en parler, et puis comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs frères ou leurs sœurs malades. Est-ce que le TCA, l'anorexie, c'est contagieux? J'ai un frère ou une sœur qui est malade, est-ce que je suis plus à risque de développer un trouble alimentaire? Enfin, ils sont vraiment envahis de questions dans tous les sens. Et c'est vrai que dans ces groupes de fratrie où on accueille la parole des frères et sœurs, on est vraiment... on est tous bouleversés par la souffrance qui est celle des frères et sœurs. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on a mises en place que de donner une place aussi à ces fratries à côté de celle des parents. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier, c'est important. Et prise en charge qui est prise, c'est systématique, cette prise en charge de la fratrie? Elle est proposée, bien sûr, systématiquement. Elle est systématique chez nous. Chez vous, et je sais, dans d'autres structures, ça se développe, mais ça reste encore malheureusement trop peu fréquent. Et une fois encore, il y a les thérapies familiales, il y a les groupes de parole, et puis il y a aussi des temps qu'on peut offrir en tant que consultant, en disant, c'est à la demande d'un ado ou d'un parent, est-ce que vous pourriez recevoir pour juste l'écouter ou l'informer? Ça fait partie aussi de notre fonction
et de notre fonction de professionnel que d'accueillir ces fratries au sens large. On avait une question sur le fait que les troubles du comportement pouvaient évoluer vers différentes phases de l'anorexie, puis de la boulimie, parfois de la restriction, de l'hyperphagie. Est-ce que justement, il y a une évolution particulière? Est-ce que l'anorexique restera anorexique ou elle peut passer par des phases de boulimie ou au contraire, l'âge adulte évolue vers d'autres choses? Et on avait une question juste avant. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des pathologies associées? Parce que là, on parle d'une monopathologie un peu un peu diverses, mais que derrière, on a le droit aussi peut-être d'avoir d'autres comorbidités. Donc peut-être sur cette question de l'évolution des troubles, je ne sais pas si, je pense que Nathalie, vous pouvez répondre ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va passer aussi la parole à d'autres personnes autour de la table, mais je voudrais juste donner des éléments. C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire préécrite. Il y a des gens qui vont souffrir de troubles qui ne seront que restrictifs au cours de leur vie. D'autres ne souffriront de troubles qu'avec des crises de boulimie, par exemple, et d'autres vont passer par différentes phases. Et les troubles peuvent évoluer avec des rechutes. Et ça, je pense que c'est assez important de souligner que ces évolutions, elles sont très variables d'une personne à une autre, mais qu'effectivement, on peut présenter une forme ou une autre forme. Je pense qu'il y a, par exemple, on parlait aussi des adultes tout à l'heure, donc je trouvais ça intéressant, comment on arrive aux soins et quand on y arrive sur ces différentes formes. Et je pense que dans les centres, il y a pas mal de centres qui sont ouverts en France, parce qu'on disait qu'on peut avoir de nouvelles structures. Il y a des centres qui sont ouverts, et en particulier des centres qu'on appelle des centres référents, qui sont des centres qui sont créés dans la région Rhône-Alpes. Il y en a 4 actuellement, et on a autour de la table Claire Buis, qui est responsable de l'un de ces centres, et qui, je pense, peut répondre à pas mal de ces questions de quand les gens arrivent, à quel âge, avec quelle forme et comment ça se présente. Donc Claire, je ne vais pas vous mettre la pression, mais apparemment, vous pouvez y répondre. Et après, on aura Morgane à qui je donnerai la parole. Donc oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Effectivement, nous, l'ARS, la Rhône-Alpes, a permis qu'on ouvre ces centres qui sont ouverts vraiment à partir de l'âge de 2 ans on n'a pas de limite d'âge en fait pour la suite. Et à pouvoir accueillir à tout moment, c'est-à-dire au tout début de la pathologie, mais aussi même chez des personnes qui ont la pathologie depuis 20, 30, 40 ans. Enfin, voilà, donc à tout moment de leur pathologie, de pouvoir avoir un bilan en même temps et sur la partie du corps, la partie somatique, la partie psychique. Donc, ils rencontrent psychiatre, psychologue, médecin nutritionniste, diététicienne. Et notre rôle, c'est essayer déjà aussi d'accueillir les patients et les familles avec un regard qui leur permettra d'avoir envie de continuer d'avoir des soins. On est là vraiment pour essayer de montrer qu'on peut être accueilli, qu'on peut parler de ses symptômes. J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que poser de manière franche les questions sur est-ce que vous mangez, est-ce que vous vomissez, est-ce que vous faites tout ça, est-ce que ça peut aggraver? Et le fait de vraiment pouvoir sentir qu'ils peuvent être accueillis dans un lieu où on peut parler de tout ça, ça peut donner aux gens l'envie de continuer à être soignés, d'avoir moins peur. Et c'est vrai que le rôle de nos centres après, c'est d'essayer de trouver les bonnes structures de soins, plutôt en ambulatoire, en hospitalisation si c'est nécessaire. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir aussi, c'est que souvent, quand on a des patients qui sont un peu âgés, c'est des parcours où on passe effectivement d'une forme à l'autre, avec des périodes où ça va mieux, des périodes où ça peut rechuter. Et donc, il faut pouvoir être là un peu au moment charnière là, de la vie pour pouvoir réaccompagner dans ces moments. Et vous parliez des conséquences somatiques. Je donnerai la parole à Morgane juste après. C'est vrai qu'on oublie qu'au-delà du trouble psychiatrique, il y a un retentissement physique sur les complications liées à la dénutrition. On parle souvent de la perte de poids, mais on oublie que ça s'associe à une sensibilité accrue aux infections, de l'ostéoporose. Et on a le témoignage là d'une maman qui dit que sa fille perd ses cheveux et a des troubles du cycle menstruel. Et donc, dans tout ça, il y a la prise en charge psychiatrique et puis il y a tout ce qui va à côté. Et que les soins somatiques ne doivent pas être mis de côté puisque c'est responsable malheureusement aussi d'une surmortalité par rapport à la population générale. Oui, c'est vraiment des pathologies où c'est compliqué parce que les gens qui travaillent dans la psy en ont peur parce qu'il y a cette part somatique qui peut faire peur et les somaticiens en ont peur parce qu'ils ont peur de mal poser les questions ou d'être maladroits. Mais effectivement, il y a cette part de ce qui va se passer au niveau du corps qui est important à prendre en charge. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, ça arrive assez tardivement. Finalement, les troubles somatiques, les complications, elles arrivent un peu plus tardivement. Ça fait pas mal tout de suite et
Parfois, c'est un levier, une aide pour dire bah oui, je perds mes cheveux, j'ai pas mes règles, j'aimerais bien avoir un enfant. Ça peut être un levier pour aller vers le soin. Mais c'est des choses où il faut pouvoir parler de ça avec eux, leur dire ce qui est possible de faire, sans faire peur forcément non plus, parce que c'est pas. Mais là où on est en difficulté, c'est que souvent, c'est des choses qui font pas mal. Et du coup, voilà, il faut pouvoir parler de ces choses-là et les prévenir, alors même que les gens s'en rendent pas compte sur le coup. Alors, on avait, merci Claire de votre témoignage, Morgane Delors. Alors, dites-nous, Morgane, alors il faut qu'on vous donne la parole. Et Morgane, alors, peut-être, pardonnez cette question, je ne vous connais pas, peut-être que je fais une erreur. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être, Oui. Morgane, comme ça, et puis dites-nous, Alors, on vous écoute. Alors, bonjour à tous, messieurs, dames. Donc, moi, je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans. Je suis autiste Asperger avec une épilepsie généralisée et je suis anorexique de type mixte, sachant que mon anorexie a commencé il y a environ 6 ans sous une forme restrictive et elle a évolué vers une forme mixte avec des crises d'hyperphagie, de vomissements et tout mélangé en fait. Et vous parliez des complications tout à l'heure. C'est quand même assez important ce dont vous parliez, puisque essentiellement dans mon cas, c'est une colopathie fonctionnelle, donc le syndrome de l'intestin irritable avec des ballonnements, des douleurs gastriques, des reflux. Enfin, c'est pour ça que je prends pas mal de médicaments là-dessus, notamment des IPP, etc. La perte de cheveux qui est quand même assez massive. Le SOPK qui a été aussi une conséquence due aux troubles hormonaux d'après mes médecins qui me suivent. Jusqu'à présent, j'ai été prise en charge en fait par le centre de Limoges, au CHS Esquirol, à Georges Sand. J'y ai été hospitalisée 3 fois et dès qu'il y avait quelque chose dans ma vie en fait qui allait pas, à chaque fois je rechutais systématiquement. Et en fait, les médecins sont incapables jusqu'à présent de m'aider vraiment, d'autant plus qu'avec l'autisme, ça complique les choses. Et donc actuellement, je suis suivie par une nutritionniste, mais je ne suis plus suivie à Limoges, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi niveau TCA, parce que j'ai un IMC normal, hein, je fais 64 kg, 71, donc c'est quand même correct. Mais ça fait 1 an que j'ai une nutrition entérale, presque, et je ne m'en sors pas, quoi. J'alterne. Donc, c'est quand même assez compliqué, en fait, de trouver une bonne prise en charge. Donc là, je recherche un autre centre. J'ai fait plusieurs demandes, dont à Bordeaux, à Toulouse et à Dijon, du côté de Dijon, à côté de Dijon, la ville à côté de Dijon, à Messigny. Et moi, je trouve que c'est très compliqué, d'autant plus quand on a plusieurs pathologies associées. Justement, quand on parlait, merci Morgane de votre témoignage, j'espère que ça ira franchement mieux, parce qu'on vous parlait des complications somatiques liées à la maladie. Et je crois que Mouna, vous pouvez peut-être nous donner quelques points d'éclaircissement à ce propos. Comment peut-être prendre en charge, comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses? Quelle est votre expérience? Alors oui, merci de me donner la parole. Le témoignage de Morgane, là tout de suite, est très parlant, parce qu'en effet, c'est une pathologie psychiatrique, mais les complications somatiques peuvent être au premier plan du tableau clinique, surtout lorsque la maladie évolue depuis plusieurs années. Donc, les complications somatiques s'installent. Tout ce qu'a dit Morgane, les troubles digestifs, la constipation, les douleurs, les complications osseuses, il y en a qui sont douloureuses et d'autres pas. Et c'est très compliqué pour les patients de pouvoir affronter les deux fronts, à la fois les douleurs et les complications somatiques et à la fois leurs problèmes psychiatriques. D'où l'intérêt de travailler en multidisciplinarité et de pouvoir travailler et aider les patients sur les deux fronts en même temps. Finalement, les complications somatiques, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, en effet, comme disait, je pense, Élisée tout à l'heure, lorsqu'elles sont là, elles peuvent être utilisées comme levier pour sensibiliser les malades, mais parfois elles sont un frein à la renutrition. Lorsqu'on a très mal au ventre, lorsqu'on a une constipation et tout ça,
se renourrir, remanger devient compliqué. Donc, on a besoin de prendre en charge ces complications somatiques pour pouvoir continuer à avancer sur le plan psychiatrique aussi. D'où l'intérêt comme je disais, d'une prise en charge mixte. Je voulais, comme c'est la journée des familles et des accompagnants, notre objectif, nous, quand on prend en charge les patients, donc qui sont adultes et qui présentent des complications graves, parfois avec un engagement du pronostic vital, c'est de pouvoir dans un premier temps inclure la famille, surtout les rassurer, leur expliquer de quoi il s'agit, les déculpabiliser et les inclure dans le programme de prise en charge. Donc c'est très important pour que les patients puissent adhérer. Justement, on a des questions à propos de cette prise en charge pluridisciplinaire et notamment la difficulté d'accès en ville et notamment de coordination, puisque c'est vrai qu'on sait qu'à l'hôpital, c'est compliqué, mais qu'en ville, on fait aussi des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire en ville? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien? Parce que c'est vrai que souvent, on parle de choses qui ne marchent pas. Est-ce que la prise en charge d'un malade en ambulatoire, enfin en ville, voire en ambulatoire d'ailleurs, peut-être aussi faire partie de la prise en charge? Est-ce qu'on... Peut-être quelqu'un... Je crois qu'il y a Antoine Manès qui s'occupe notamment d'enfants à la fois en hospitalisation et en ambulatoire. Peut-être que... Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ambulatoire en chirurgie, très peu en psychiatrie. Est-ce que ça a sa place d'ailleurs, peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer pour essayer... je ne vais pas dire de faire un turnover plus important, mais qu'on puisse donner plus d'accès aux soins à plus de patients? Quel est votre retour d'expérience, Antoine? Alors, bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre question. Du coup, en effet, la place de l'ambulatoire est extrêmement importante dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Elle est même essentielle, étant donné que l'hospitalisation, certes, peut être un mode d'entrée dans la prise en charge, mais finalement reste en général plutôt anecdotique. Donc, le cœur du travail va être surtout ambulatoire, tant pour les patients que pour les familles, pour aussi établir cette proximité. La durée d'évolution des TCA est quand même assez longue, donc l'hospitalisation peut éventuellement intervenir sur un temps assez court, éventuellement plusieurs mois sur la durée d'évolution, mais tout le reste du travail va surtout se faire sur l'ambulatoire avec les différents intervenants, notamment en psychiatre ou pédopsychiatre, si l'on parle d'adolescents, d'enfants, mais aussi les diététiciens, les nutritionnistes, les somaticiens, pour aussi évaluer toutes les complications. Effectivement, en ambulatoire, on va aussi évaluer tout ce qui va être comorbidité. On parlait que d'autres pathologies psychiatriques peuvent s'associer aux troubles du comportement alimentaire et ça va être aussi là tout le rôle du médecin référent psychiatre ou pédopsychiatre d'évaluer toutes les autres pathologies possibles. Évidemment, on va pouvoir aussi orienter et évaluer les éventuels critères d'hospitalisation des comorbidités. Parce qu'effectivement, on parle d'hospitalisation dans le cadre de l'anorexie, mais nos critères établis par l'HAS vont également concerner les éventuelles autres maladies psychiques qui pourraient nécessiter une hospitalisation. D'autant qu'il y a la prise en charge aiguë et puis il y a la prise en charge au long cours. Est-ce qu'on peut parler de guérison dans les TCA? Est-ce que le patient, quoi qu'il arrive, doit être suivi ad vitam aeternam? Si oui, par qui? Forcément le psychiatre. Est-ce qu'il y a des moments de la vie? Est-ce que vous sensibilisez les patients en disant s'il y a des moments de fragilité dans la vie personnelle, il y a un risque de rechute, de récidive? D'ailleurs, je ne sais pas si le lexique est tout à fait le bon. Alors, c'est compliqué, effectivement. Comme je vous le disais, il y a des évolutions qui sont des évolutions qui évoluent avec des moments où les gens vont mieux, des moments où les choses peuvent revenir. Donc déjà, l'évolution, elle n'est pas d'un seul trait. Et puis, on peut ne pas être malade pendant très longtemps et rechuter plus tard. Après, est-ce qu'on peut en guérir? Je pense que tout le monde est d'accord avec moi autour de la table, c'est oui. Voilà, on peut en guérir. Mais la guérison, elle arrive après souvent des parcours qui peuvent être soit difficiles, soit longs, soit compliqués, mais pas toujours. Donc, il y a des personnes qui vont guérir en quelques mois, d'autres qui vont guérir au bout de quelques années. Et comme le disait Élisée tout à l'heure, on peut être malade des années, mais guérir quand même. Donc, je pense qu'il y a
différents profils. Je sais qu'il y a un de nos collègues qui est à Rouen et qui a transmis qu'il aimerait prendre la parole et qui, lui, a cette expérience des patients qui sont des patients adultes et qui, je pense, peut potentiellement nous en parler et nous donner son regard. C'est Pierre Deschlottes. La question est qu'on m'a signalé qu'il voulait prendre… Ah voilà, ça y est, on le voit avec son nom. Ah oui, Pierre Deschlottes, voilà. Effectivement. Il lève la main sagement et on va pouvoir normalement lui donner la parole pour nous éclairer sur ce point. Allô ? Et voilà, normalement, c'est bon. Oui. C'est bon, le son est attaqué. Bonjour à tous. Bonsoir Nathalie et Jérémy. Merci de donner la parole quelques minutes. Désolé, il n'y a pas l'image, mais ce sera déjà ça. Oui, effectivement, sur le CHU de Rouen, nous avons développé depuis une vingtaine d'années pour l'adulte, en plus de l'activité de pédopsychiatrie qui est très active également, une offre de soins assez développée sur l'ensemble des TCA. Nathalie a rappelé fort justement tout à l'heure que les TCA, c'était beaucoup plus souvent des compulsifs ou des mixtes que des restrictifs, et c'est particulièrement vrai chez l'adulte où on voit encore, hélas, des anorexies et des troubles restrictifs graves ou chronicisés, mais on voit énormément de troubles compulsifs. Et donc, nous avons développé une offre de soins à dominante ambulatoire avec des plateformes d'hôpital de jour thématisées un peu plus sur l'hyperphagie ou sur l'anorexie-boulimie. On a également une unité de soins de suite, réadaptation spécifique dans le cadre de l'hôpital de la Croix-Rouge qui est juste à côté de Rouen. Et puis, on voit bien la nécessité de travailler avec l'amont et l'aval. Et c'est un travail de réseau progressif à mettre en place pour essayer de réduire le délai entre le début des symptômes et la prise en charge spécialisée, de stratifier cette prise en charge. Et on voit bien qu'il y a un énorme travail à faire partout dans les régions, avec le rôle des centres référents, justement, d'aider à la constitution d'offres de proximité pour des patients un peu moins sévères. Et puis, il y a tout un travail d'accompagnement au long cours avec une équipe multidisciplinaire, effectivement. Et il faut être vraiment proactif et confiant parce qu'on arrive heureusement à améliorer beaucoup de patients, à en guérir un grand nombre. Après, et on a des formes plus sévères et ça montre aussi qu'on a encore besoin de continuer à faire de la recherche pour mieux comprendre les mécanismes de ces maladies et à voir comment on peut agir de multiples façons sur l'entièreté de la personne dans toutes ces dimensions. Merci de votre témoignage et votre éclairage. On avait sur les réseaux la question de l'accès aux soins, notamment au travers du coût, en se rendant compte qu'effectivement, à l'hôpital, on ne paye quasiment rien. En tout cas, on ne sort rien de sa poche. Ça coûte de l'argent à la collectivité, mais finalement, tout est quasiment pris en charge, avec les mutuelles notamment, ou les CMU complémentaires. Mais qu'en ville, c'est parfois plus compliqué, puisqu'en même temps, les libéraux doivent aussi travailler, gagner leur vie, puisque c'est des consultations qui sont souvent longues, des parcours compliqués, mais qu'en même temps, on fait face parfois à des patients qui sont dans une précarité sociale, économique, des familles pas toujours très à l'aise financièrement. Donc l'accès aux soins, il peut être aussi entravé par le coût des soins. C'est un souci qu'on a beaucoup au niveau de la Fédération française anorexie-boulimie et qu'on partage avec la FNA, qui est l'association des familles et usagers. Et je pense que Véronique Sanchette peut nous donner son éclairage sur cette question-là. C'est vraiment une problématique importante puisque beaucoup des soins, comme les soins diététiques ou les soins par des psychologues, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, ce qui peut mettre certaines personnes en grande difficulté, effectivement. Alors Véronique, si vous nous entendez et si vous êtes prête à prendre la parole, je ne sais pas si… Véronique. Oui, merci. Vous m'entendez ? On vous entend, oui, a priori. Donc, merci de me donner la parole. Donc, j'interviens au nom de la Fédération nationale des associations en lien avec les TCA. C'est vraiment tout ce que les soignants font, c'est formidable. Malheureusement, quand on est famille et malade, ce n'est pas assez. Donc, je voudrais être quand même le porte-parole de la colère des familles au niveau institutionnel, pas contre la FFAB, mais effectivement, la prise en charge des TCA coûte très cher aux familles et aux malades. Et nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se payer des soins quand on n'a pas accès à l'hospitalisation, quand on n'a pas accès à des soins en ambulatoire, on ne peut pas forcément avoir accès à des psychologues, à des diététiciens, à d'autres soins non conventionnels, on va dire, mais qui sont pour le coup très demandés par les familles et les malades parce que malheureusement, ils n'ont pas accès aux soins.
Et cet argent, il faut le trouver quand les malades souffrent de boulimie ou d'hyperphagie. Le trouble en lui-même coûte très cher puisqu'il faut acheter à manger. Et ça peut conduire à des situations sociales qui sont très difficiles. Et malheureusement, il faut que les familles arrivent à se positionner au niveau national pour faire entendre leur voix, pour que les pouvoirs publics reconnaissent que ce sont des pathologies qui sont très fréquentes et qui impactent leur enfant. Quand vous avez un enfant qui souffre, quel que soit son âge, qui souffre de troubles alimentaires, c'est un cataclysme et se retrouver face à une offre de soins inexistante, parce que certes, vous l'avez dit, il y a des grands centres dans des grandes villes, mais concrètement, vu tout ce que nous, on a comme témoignage, il y a certainement plus de malades dans la nature que pris en charge dans les hôpitaux, malgré le travail formidable que font les soignants. C'est pas encore assez développé. Malheureusement, il n'y a pas assez ça fait pas assez longtemps que la société française se préoccupe de ces pathologies-là. Et comme disait Ludovic Giquel tout à l'heure, en parlant de ce qui peut être apporté aux médecins généralistes, qui sont quand même les soignants de premier recours, toutes les familles ont un médecin généraliste. Ce que la Fédération française anorexie boulimie commence à proposer et va développer, c'est fantastique. Il faudrait, à notre sens, famille, représentant des familles et des malades, développer la formation des familles. Alors, pas pour devenir des soignants, parce que les parents doivent savoir qu'ils ne guériront pas leur enfant. C'est pas... Chacun a son rôle. Les soignants soignent, les parents accompagnent, mais on accompagne mieux en tant que famille en étant informé de ce que sont les troubles alimentaires, en étant informé du suivi pluridisciplinaire qui est obligatoire. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, c'est très angoissant pour les parents parce que quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce suivi pluridisciplinaire, ils se sentent en incapacité d'aider leur enfant. Ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est terrible. Vous accompagnez votre enfant en vous demandant s'il va mourir. Donc, c'est ça, la réalité des familles et des fratries. Donc, les familles ont besoin de savoir que déjà, ce n'est pas un caprice. Ça, c'est vraiment important de le répéter. C'est une maladie, c'est une souffrance énorme. Chacun est dans sa souffrance, mais celui qui souffre le plus dans son corps, c'est le malade. Ça, c'est très, très important pour nous de le faire comprendre aux familles parce qu'il y a quand même souvent, au départ, en tout cas, cette idée de c'est pour se faire remarquer, c'est simple, pourtant il n'y a qu'à manger, ou c'est simple, ben, il ne faut pas manger. Et cette souffrance du malade, cette souffrance familiale doivent être prises en charge. Et donc nous, on invite les familles à se regrouper, on invite les malades à se regrouper aussi parce qu'ils sont forts ensemble et il y a plein d'idées qui émergent dans les groupes de parole qui peuvent être proposés en hospitalisation ou en dehors. Et c'est l'union qui fait la force, c'est l'union qui rend du courage à ceux qui se battent, aux familles qui, au quotidien, sont là, parce que quand les enfants, quand les malades, quand les adultes sont hospitalisés, les familles peuvent souffler, ça c'est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est que les malades sont beaucoup plus avec leur famille qu'avec les soignants. Donc les familles ont besoin, ça doit faire partie du chemin vers la guérison, de former les familles, d'informer les familles, de développer la pérédance, comme on a pu le voir dans les commentaires. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. La FFAB s'engage vraiment beaucoup là-dessus et certainement que des tas de choses vont sortir. La réalité, c'est que des tas de choses vont sortir, mais pour les malades actuels, pour les familles qui actuellement sont en souffrance face à un enfant qui est malade, quel que soit son âge, imaginez que dans quelques années, ça ira mieux, ce n'est pas assez rapide. Merci Véronique de votre témoignage. Et effectivement, on avait des commentaires sur les réseaux avec des personnes notamment surendettées. Et vous ouvrez le débat sur, vous avez parlé de la pérédance, sur le fait de se dire, bon, est-ce qu'on pourrait être peut-être pragmatique? Des psychiatres, il n'y en a pas assez, il y en aura peut-être encore de moins en moins. Est-ce qu'il faut former plus de professionnels, avoir un peu plus de compétences? On parle des médecins généralistes. Est-ce qu'on peut réfléchir à des patients
experts, enfin en tout cas dans la pérédance. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être des infirmiers? On parle beaucoup des IPA, donc des infirmiers spécialisés, enfin des infirmiers en pratique avancée qui seraient un peu plus compétents pour faire peut-être plus de choses. Est-ce qu'on peut imaginer améliorer la prise en charge au travers de ces biais-là en se disant il y a le psychiatre, mais peut-être que ce n'est pas le seul sur lequel on doit se reposer? Moi, je pense que vous avez déjà soulevé pas mal de pistes intéressantes. Les IPA, je pense que c'est vraiment, les infirmières en pratique avancée, c'est vraiment quelque chose qui doit être amené à être développé. Et puis de s'appuyer sur les professions paramédicales ou non médicales, comme les psychologues, et puis sur les jeunes qui vont prendre la relève. Alors, je pense qu'on a 2 intervenants qui peuvent peut-être nous aider dans cette réflexion. Il y a Axel Fortel, qui est interne et qui suit un cursus mixte et nutrition et psychiatrie, qui peut peut-être nous en parler. Et puis, il y a Élisée, qui est psychologue et qui a une place. Je pense que la place des psychologues, par exemple en Angleterre, elle est très différente d'en France. Et faire évoluer cette place des psychologues pour leur donner aussi un rôle qui est un rôle de coordination, de prise en charge, et aussi dans un axe sur lequel on peut évoluer. En tout cas, à l'hôpital, parce qu'il y a un problème, c'est une problématique en ville, c'est la question de la prise en charge des psychologues. Donc, il faut aussi que l'État puisse réfléchir à la rémunération de ces nouvelles professions qui arrivent dans le libéral. Justement, on va peut-être donner la parole à notre jeune consoeur interne. Confrère. Confrère. Ah non, je croyais que c'était, pardon, excusez-moi, confrère. Axel. Axel, oui, excusez-moi, Axel. Pardon, pardonnez-moi, Axel. Avec la barre, je m'en serais rendu compte, mais je n'avais pas de photo. Il n'y a pas de souci, je sais que c'est un prénom qui s'utilise dans les 2 jeux. Non, alors, je voulais rebondir, il y a pas mal d'éléments qui sont soulevés là aujourd'hui, qui sont très intéressants. Et ce qu'on marque au niveau des jeunes médecins, alors internes, je parle plus particulièrement, c'est qu'il y a une prise de conscience massive, toutes les spécialités, que la demande de prise en charge est beaucoup plus importante. On a beaucoup de collègues de tous les bords, urgentistes, généralistes, qui voient apparaître de plus en plus de patients souffrant de TCA et qui se retrouvent dans des situations très difficiles. On a aussi, en parallèle de ça, un certain nombre d'entre nous, alors quand je dis entre nous, c'est de manière interne, je parle vraiment d'interne, qui souhaitent en fait développer des compétences mixtes parce que la transdisciplinarité dans les TCA, elle est obligatoire. On ne peut pas traiter une patiente uniquement d'un point de vue psychiatrique, uniquement d'un point de vue nutritionnel. C'est très important de chercher cette mixité de formation. Alors, à titre personnel, moi, je suis psychiatre et je me forme en nutrition aussi pour prendre en charge ces troubles. Et on est un certain nombre de plus en plus à vouloir se regrouper et à vouloir dire, bon, maintenant, on a une pathologie qui est transdisciplinaire. Il faut, en tant que futur médecin, futur praticien ou autre, qu'on ait cette casquette un peu mixte, cette formation mixte, et qu'on travaille de plus en plus avec des professionnels formés à tous les niveaux. Comme vous le disiez tout à l'heure, IPA, psychologue, etc. Parce qu'on veut vraiment le plus possible chercher à mettre en avant les spécificités de cette prise en charge. On a ce besoin, on le voit, et on a conscience de ça, donc on s'adapte à ça et on fera en sorte de continuer à développer le plus possible des formations, des sensibilisations, de l'aide, des structures peut-être plus adaptées aussi pour la suite avec l'ambulatoire, tout ce que vous développez. On a plein d'idées. Pour l'instant, on se forme, mais ça saurait un jour tarder à venir sur le terrain et à se mettre en place. Je vais laisser les paramédicales peut-être. Et du coup, Axel, votre parcours est, en tout cas, moi, je trouve que c'est impressionnant, ce double cursus, médecine, nutrition, enfin psychiatrie, nutrition, c'est complémentaire. Ça reste, je pense, malheureusement pas la règle, et je pense qu'il faut effectivement que même nous, les médecins généralistes, on aille vers plus de compétences. On parlait de la prise en charge des psychologues. Alors, c'est vrai que des psychologues, il y en a, mais je pense qu'il y en a aussi pas assez. Est-ce qu'on peut imaginer, comme on l'a dit, améliorer aussi peut-être leur champ de compétences? Je crois comprendre que les malades à l'hôpital, lorsqu'ils sont du coup entre eux dans un service, eh bien, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls et que les groupes de parole sont très importants. Est-ce qu'on peut imaginer donner encore une fois plus de possibilités aux psychologues? Et on a Élisée, je crois justement, qui peut nous répondre à ce propos, si elle veut bien évidemment. Merci pour cette question. Je crois que l'enjeu est double. Alors moi, j'exerce en institutionnel et en libéral. L'enjeu, il est d'abord la question de la formation parce que aujourd'hui, le cursus de formation de psychologie, même s'il est très riche, ne comporte pas systématiquement, selon les universités, de modules concernant les troubles du comportement alimentaire. Ça, je pense que c'est absolument rédhibitoire dans certaines formations. Donc, c'est essentiel
essentiel qu'on aille, nous, professionnels spécialisés, former nos collègues déjà, et aussi que les maquettes de formation des psychologues à l'université soient revues. Vous avez mentionné le fait que dans certains pays, c'est différent. En France, on est l'un des seuls pays où les psychologues n'ont qu'un bac+5, entre guillemets, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, au Canada, où les choses sont extrêmement avancées en termes de recherche sur de nombreux sujets en psychiatrie. Les psychologues ont un bac+8. Et donc peuvent être davantage spécialisés. Et je crois que c'est aussi un des axes de travail à mener sur la question universitaire. Mieux former les psychologues pour qu'ils répondent mieux aussi aux besoins de la population. La deuxième chose, c'est que malheureusement, dans les dernières expérimentations qui ont été menées et dans les annonces qui ont été faites sur le remboursement des consultations psychologiques en libéral, la question des troubles alimentaires n'est pas dans la liste des pathologies pour lesquelles les consultations psychologiques seraient remboursées. Or, on est sur un public qui a besoin et qui, comme la représentante de la FNATCA, Véronique, le mentionnait tout à l'heure, a besoin de pouvoir consulter assez fréquemment. Donc, je crois que c'est aussi important qu'on puisse militer au niveau politique pour que les consultations psychologiques, diététiques soient remboursées pour ces patients qui en ont réellement besoin et pour qui ce n'est pas du tout des consultations de confort. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est absolument le travail en réseau. Le psychologue seul ne peut pas prendre en charge une pathologie telle que celle-ci. Donc, c'est très important qu'on développe des réseaux avec les psychiatres, avec les pédopsychiatres, avec les médecins généralistes. Et je crois que ma profession psychologue, on a du mal aussi à faire du réseau. Donc, je crois que c'est important qu'on développe des partenariats avec les institutions, donc qu'on se forme, qu'on communique et qu'on développe, comme vous le disiez, des groupes de parole. Les groupes de parole aujourd'hui sont surtout animés dans les institutions. Et je crois que peut-être les professionnels libéraux, dans les maisons de santé, dans les zones reculées où il y a des petits cabinets médicaux, mais pas de grands centres hospitaliers, peut-être qu'il y a des choses à créer aussi de ce côté-là pour développer, peut-être en partenariat avec des associations ou en s'appuyant sur les réseaux associatifs, que des psychologues puissent développer des groupes de parole et des accompagnements plus spécifiques pour les familles, parce qu'elles ont souvent besoin de soutien. On a un témoignage sûrement d'un parent qui nous explique que dans la zone où il est, malheureusement, il n'y a pas assez d'offres de soins et il se demande si un groupe de parole, même en visio, serait une aide importante. Est-ce que ça pourrait aider? On a beaucoup parlé du rôle de la téléconsultation pendant ces 2 années de Covid qui ont permis malgré tout d'assurer, on va dire, le minimum syndical. C'est presque rentré dans les mœurs. La téléconsultation fait partie désormais d'un mode de consommation ou d'un mode d'exercice de la médecine. Est-ce qu'on peut imaginer s'aider justement de se dire que c'est bien d'être présent, mais qu'une visio, une téléconsultation pourrait déjà être une amorce de quelque chose? Je crois que ça a été vraiment le cas assez rapidement durant le confinement et je vais laisser la parole au docteur Godard, mais je crois que ça a été peut-être une découverte pour nous tous que la téléconsultation fonctionne plutôt bien, y compris pour l'animation de groupes de parole, en effet. Et justement, on a Véronique qui veut justement, Véronique Sanchette, pardon, je vous appelle tous par votre prénom, mais je trouve ça plus sympa parce que si aussi ça heurte votre sensibilité, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, on avait Pierre et Véronique qui souhaitaient intervenir. On va peut-être donner la parole à Véronique si vous le voulez bien. Qui va peut-être pouvoir réagir à ce qu'on a dit. Donc, le temps qu'on ouvre le micro ou que Véronique ouvre son micro. Et voilà, normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir Véronique. C'était simplement pour signaler qu'effectivement, les groupes de parole, grâce au Covid, malheureusement, mais bon, ça a eu du bon quand même, commencent à se développer en visio et les réactions des participants sont vraiment très chouettes parce que ça permet en fait, alors certes, rien ne remplace le présentiel, mais ça permet en fait d'être plus souple dans l'emploi du temps, parce que quand vous êtes parent et que vous devez aller à un groupe de parole, c'est soit sur votre temps de travail, soit sur votre temps libre, et dans le temps libre, il y a l'enfant, adulte ou enfant, à s'occuper, à gérer, la peur de le laisser seul, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il ne va pas manger, est-ce qu'il pourrait y avoir des conduites à risque,
Et la possibilité du groupe de parole en visio, je pense, est vraiment une piste d'avenir pour les groupes de parole en dehors des institutions, peut-être, mais même à l'intérieur, parce que ça permet à tout le monde de participer. Il y a des associations dans lesquelles il y a des parents qui vivent en Outre-mer, par exemple, qui se connectent, parce qu'en Outre-mer, il y a encore moins qu'en métropole. Sur des mêmes groupes de parole, vous avez des parents en Outre-mer, à Lille, à Paris, à Nantes. Et c'est très riche parce que du coup, chacun discute un petit peu de la prise en charge sur place ou de la non prise en charge sur place. Mais le groupe de parole parents est vraiment un endroit où on échange, où parfois on pleure, où parfois on évoque les avancées, aussi minimes soient-elles. Et c'est très, très riche, c'est très ressourçant pour les parents. Ce sont des moments que les parents plébiscitent. Et là, ce qu'au nom de la FNA, on souhaiterait pouvoir développer, c'est que chaque association propose des groupes de parole et que chacun puisse participer au groupe de parole dans des groupes ouverts, bien sûr, parce qu'il existe des groupes fermés et des groupes ouverts, mais quand il s'agit des groupes ouverts, cela permettrait aux parents de pouvoir assister à divers groupes de parole et pas forcément à un moment fixé par une seule association dont il est adhérent ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, Véronique, c'est par ce biais qu'on peut, parce qu'on a deux questions en ce rapport, à ce propos, où est-ce qu'on trouve ces groupes de parole à distance par visio? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en relation? Mais il suffit d'aller sur le site de la FNATCA, fnatca.org, et d'entrer en contact et on listera, on enverra des informations. Alors après, la réalité, je ne vais pas vous mentir, c'est que c'est comme dans les soins. Les associations, on est encore très peu en France, ça se développe, mais ce n'est pas encore ça parce qu'on a besoin de parents qui s'investissent. Et c'est difficile quand on est dans la maladie de s'investir parce que ça demande du temps et de l'énergie, l'investissement bénévole. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait qu'il faudrait peut-être développer ça en dehors du bénévolat, mais la réalité, c'est que pour les parents, c'est du bénévolat, donc c'est en plus du temps de travail, en plus du temps passé avec son enfant malade. Mais c'est important de s'investir parce que même si son enfant est malade, s'investir en tant que parent, c'est aussi donner du sens à tout ça, à tout ce qu'on traverse. Et ça permet, en s'investissant dans une association, dans des groupes de parole. Alors, la FNA forme les parents à la tenue des groupes de parole par des professionnels agréés. Et ça permet aux parents, même s'il est dans la maladie de son enfant, de prendre du recul et d'aider son enfant. En fait, les groupes de parole aident les parents et de ce fait, aident les malades. C'est en s'aidant entre parents qu'on aide nos enfants. Je pense que c'est un bon message parce qu'en plus, je suis persuadé que c'est transposable à d'autres pathologies psychiatriques et pas simplement au TCA et qu'on pourrait imaginer que ce soit un mode, voilà, c'est pas parfait, mais c'est peut-être mieux que rien. On a Pierre qui lève la main, à qui on va donner la parole, sauf si dans l'intervalle, vous avez quelque chose de... Je voudrais juste compléter le Voilà. fait que les groupes de parole, c'est juste Pierre, je finis juste une petite chose. Oui, vas-y. Les groupes de parole, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où ils sont tous répertoriés. Mais par contre, vous savez qu'il y a un annuaire qui a été fait, des centres spécialisés qui est en ligne sur le site de la FAB. Et si vous appelez l'équipe qui est spécialisée, qui est la plus proche de chez vous, elle a généralement une visibilité beaucoup plus fine sur ce qui peut exister en proximité. Et ça, je pense que ça peut être une bonne façon de trouver un groupe de parole à proximité. Pour rebondir sur ce point-là, avant d'aborder la multidisciplinarité, effectivement, sur notre petite association normande Nourrir la vie, on a une excellence des groupes de parole. On l'a transféré sur de la visio par nécessité ces 2 dernières années. Et on va probablement poursuivre sur un mode un peu hybride. C'est vrai qu'il faut des bénévoles du côté des familles, des patients, des anciens patients. Il faut aussi des bénévoles du côté des professionnels de santé, ce qui n'est pas toujours simple dans le contexte actuel, mais on trouve effectivement des gens de bonne volonté. Et pour rebondir sur ce que disait Axel, notre jeune collègue interne là tout à l'heure, en termes de messages d'espoir, effectivement, il y a quand même dans la jeune génération de nos jeunes collègues beaucoup d'envie de se former dans les TCA, qui font partie intégrante des objectifs de formation pour les internes de nutrition et de la nouvelle spécialité endocrino-diabéto-nutrition. Et puis l'autre message d'espoir, c'est qu'on voit effectivement dans beaucoup de disciplines des collègues sensibles à la problématique des TCA dans toutes les dimensions des complications multiples et variées.
Les gynéco-obstétriciens, évidemment, sont en première ligne pour faire du repérage. Les gastro-entérologues, ça a été dit tout à l'heure, puisque les signes digestifs sont un très bon signal d'alerte de TCA. Les rhumatologues, etc. On pourrait multiplier les dentistes aussi sont des bonnes vigies pour repérer les complications. Et donc, je pense qu'en s'y mettant tous ensemble, on peut vraiment trouver des solutions. Et on voit qu'ici, là, il y a quand même des équipes qui se montent. Alors, selon les cas, le pilote ou la pilote va être psychiatre, nutritionniste, endocrino, gynéco. Je pense qu'il faut prendre toutes les bonnes volontés. Et puis, il ne faut pas oublier les diététiciens qui sont dans nos équipes hospitalières très impliquées et qui, en ville aussi, se mobilisent. Je sais que l'association des diététiciennes libérales, par exemple, est très motivée pour se former dans les TCA. On a évoqué le problème de la prise en charge, il ne faut pas se voiler la face. Malgré tout, il y a quand même une volonté des professionnels de tout métier de travailler ensemble. Et ça, je crois que c'est un signe quand même vraiment positif face à l'ampleur du défi. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle des dentistes, mais c'est vrai qu'à la fois pour les complications dentaires liées au fait des vomissements répétés qui vont abîmer l'émail, et puis aussi parfois le dentiste va voir l'enfant, l'adolescent une fois par an, et petit à petit va se rendre compte que l'enfant est un peu plus mince qu'avant. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que tout le monde, tous les professionnels de santé peuvent être une vigie. Il y en a des témoignages à propos de parents qui se sentent impuissants, et ça pose la question de l'obligation de soins. À partir de quel moment on est obligé d'imposer la consultation, le suivi, l'hospitalisation? Que doit faire un proche quand il y a quelqu'un, un malade, qui refuse, qui est dans le déni de la maladie et dit non, mais moi tout va bien, je ne veux pas consulter? Est-ce qu'on a quelques conseils peut-être pratiques à donner à l'entourage? Moi, je vais peut-être parler en tant que psychiatre d'adolescent. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on laisse la parole aux adultes parce que la situation est un peu différente. Un adolescent qui s'oppose et qui ne veut pas, j'allais dire, c'est un adolescent en fait. Donc, un adolescent qui souffre de troubles des conduites alimentaires ou d'autres difficultés et qui ne veut pas consulter un médecin, c'est du rôle des parents de l'accompagner aux soins. Alors ça, c'est une évidence qu'on fait très fréquemment avec des parents, c'est-à-dire qu'ils peuvent rencontrer dans un premier temps les soignants pour en parler avec eux, et puis on les accompagne pour les aider à réussir à accompagner leur enfant aux soins. Soit ils s'appuient sur un tiers, soit ils le convainquent, soit on arrive à trouver des solutions. Il est exceptionnel que des parents n'accompagnent pas leur enfant aux soins, ne le souhaitent pas quand il est en grand danger. Mais il y a des parents qui parfois pour diverses raisons, parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté, parce qu'ils n'ont pas vu, qui vont se retrouver dans une situation où, par exemple, l'école fait un signalement. Ça arrive. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Et à ce moment-là, l'enfant et les parents arrivent aux soins contraints, où il arrive que des médecins généralistes ou des pédiatres n'arrivent pas à décider des parents à aller jusqu'aux soins qui sont nécessaires. Et à ce moment-là, on fait intervenir, le médecin qui est en charge va faire intervenir, ou l'assistante sociale fait intervenir la cellule de recueil des informations préoccupantes ou le procureur en fonction. Et la première étape, ça va être d'expliquer, de dialoguer et d'essayer de pouvoir rétablir, je dirais, une alliance dans les soins et de conduire ces familles vers les soins. La plupart du temps, ça marche. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, parce que c'est difficile. Et puis, dans un tout petit nombre de cas, ça va être la justice qui va décider de mettre en place des soins. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans notre pratique. Alors, je pense que chez les adultes, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées et que mes collègues qui travaillent avec des adultes et qui sont autour de la table peuvent avoir à mettre en place des soins sous contrainte, y compris pour des raisons somatiques. Et là, je pense à Mouna, qui manage souvent des patients qui sont dans cette situation de soins sous contrainte, bien qu'elle soit dans un service qui propose des soins somatiques. Du coup, Mouna, si vous avez un retour d'expérience à nous faire partager, peut-être sur le mode d'entrée d'hospitalisation, est-ce que c'est à travers forcément des urgences? Est-ce que ça peut être au travers de consultations? Et quel est votre retour justement d'expérience? Alors, en général, les patients que nous prenons en charge, ce sont des patients adultes qui consultent parce que la gravité somatique est au premier plan. Donc, en général, dans l'écrasante majorité des cas, on arrive à convaincre les patients de la nécessité de soins. Lorsqu'on n'est pas face à une situation d'urgence vitale, on peut prendre le temps, une consultation un hôpital de jour, des contacts, la téléconsultation maintenant marche bien, jusqu'à les amener à accepter les soins. Dans les situations un peu plus compliquées, lorsqu'on est confronté à un danger vital à très court terme, chez un patient qui est en refus de soins, ou même, je ne dirais pas en refus de soins, mais en incapacité de donner son approbation alors que
son pronostic vital est engagé à court terme parce qu'il y a des complications métaboliques qui engagent ce pronostic, à ce moment-là, si on n'arrive pas à convaincre le patient, on est amené à mettre des soins sous contrainte. Même si on a 10% de nos patients qui sont hospitalisés sous contrainte, on essaye, pour nous, c'est la dernière étape et le dernier levier qu'on utilise. On essaye vraiment de travailler l'alliance thérapeutique. Et même si, une fois que les soins sous contrainte sont faits, on essaye de pallier à l'urgence vitale. Et ensuite, dans ce cadre-là restreint, dans lequel nous, soignants, nous sommes enfermés avec le patient, parce que ni nous ni eux n'avons le choix dans cette situation, on essaye de construire une alliance thérapeutique pour pouvoir lever cette contrainte et pouvoir travailler sur l'acceptation des soins et l'amélioration de l'état somatique qui, en général, s'accompagne forcément d'une amélioration de l'état psychique du malade, même si ce n'est pas tout à fait… si ça ne dure pas dans le temps, mais dans tous les cas, dans cette situation-là, on a une petite brèche dans laquelle on peut construire une alliance thérapeutique avec nos malades. Alors, on comprend que parfois c'est un équilibre un peu fragile. On a le témoignage sûrement d'un parent qui nous dit que sa fille, après des tentatives de suicide, a fini par retourner à la maison après des décharges. Alors c'est vrai qu'une décharge, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Et on a le témoignage aussi d'une femme de 55 ans qui dit « Mais que dois-je faire à mon âge quand je souffre de troubles du comportement alimentaire ?» Est-ce qu'on peut lui dire qu'il n'y a pas d'âge pour être pris en charge, qu'on ait finalement 10 ans ou 55 ans ou même plus? Ça ne change strictement rien. Il n'y a pas d'âge pour se soigner, il n'y a pas d'âge pour rentrer dans le soin. En effet, ce que disaient mes collègues tout à l'heure, le repérage est important et l'entrée précoce dans les soins est très importante et ça améliore le pronostic, mais il n'y a pas d'âge pour rentrer dans les soins. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été pris en charge au début de la maladie qu'on ne peut pas se soigner, se rétablir et voire guérir complètement. Donc nous, on reste très ambitieux pour nos patients. Parce qu'on sait que c'est une maladie psychiatrique, mais dont on peut se guérir complètement, être en rémission et guérir après dans un deuxième temps. Donc, il n'y a pas d'âge pour se soigner. Il faut demander de l'aide aux soins primaires, c'est-à-dire à son médecin généraliste, et puis contacter les services spécialisés. Nous, pour vous donner une idée, on a une moyenne d'âge de 30 ans, ce qui est assez élevé par rapport à nos collègues qui prennent en charge des patients plus jeunes, et on a des extrémités d'âge jusqu'à 70, 75 ans, des patients qu'on a suivis ou qui rentrent dans le soin tardivement. Parce que c'est vrai, Colline tout à l'heure avait parlé des formes prépubères, mais nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des formes aussi tardives, donc des troubles alimentaires et des dénutritions qui apparaissent à 20 ans, 25, 30 ans, voire un peu plus tard, peut-être accompagnés d'autres comorbidités psychiatriques comme des symptômes dépressifs, voire des syndromes dépressifs constitués. Et donc, voilà, il n'y a pas d'âge et la prise en charge est possible, quel que soit l'âge. Il faut toquer à la porte et on est là pour soigner tout le monde. Et merci Mouna de votre témoignage. Et Claire, peut-être que vous avez un retour d'expérience sur des patients qui seraient peut-être un peu plus âgés. Mouna lui disait 30 ans de moyenne d'âge, mais peut-être que, enfin en tout cas là où elle exerce, vous avez peut-être un retour sur des patients voilà, un peu plus âgés que ça. Quelque chose à nous partager? Alors, nous, on va dire qu'on a les patientes les plus âgées qu'on a eues, on a même eu des patientes qui ont 78 ans, qui viennent, le premier discours, c'est je viens, mais bon, je pense bien que je n'ai pas ma place ici et que vous n'arriverez rien à faire. Alors après, c'est comme tout, c'est-à-dire que chaque situation est différente. On peut arriver même chez ces patientes, à leur donner suffisamment confiance pour dire si ça vaut le coup d'essayer d'aller voir, d'être aidé, d'être suivi. Il n'y a pas de raison que vous non plus, vous n'arriviez pas quand même à mobiliser certaines choses. Donc voilà, on peut avoir on a effectivement ces patientes qui viennent. L'ouverture des centres référents dans la région, ça vraiment, à l'ouverture, on a vu toutes ces patientes qui étaient un peu désespérées du suivi revenir. Après, bon, ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est en tout cas, oui, on peut en voir. Je voulais juste revenir 2 secondes sur les soins sous contrainte, parce que pareil, j'ai vu un témoignage où la difficulté des soins sous contrainte en psychiatrie pour les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'effectivement, la majorité des structures en France sont des structures
privés qui accueillent les patients pour des troubles du comportement alimentaire, donc qui font des très bonnes choses, mais qui ne prennent pas les patients sous contrainte. Et du coup, les patients sous contrainte se retrouvent dans des services de psychiatrie plus conventionnels qui, eux, se sentent un peu déstabilisés avec les patients qui ont ces troubles du comportement, et surtout quand au niveau somatique, ça se passe mal. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a quand même assez peu de lits, je crois, où les deux, des services de psychiatrie. Nous, on a la chance d'avoir mais vraiment très peu de lits, mais quelques lits, où on peut accueillir des soins sous contrainte avec aussi une valence somatique, mais c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas tout à fait adapté. La psychiatrie générale en France n'est pas tout à fait adaptée à ces prises en charge, et les soins sous contrainte, c'est souvent assez compliqué. Ouais, on comprend que là, qu'il y a des améliorations à effectuer. On arrive dans les 5 dernières minutes. Je pense que le but, c'était de sensibiliser le maximum de monde sur les troubles du comportement alimentaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup parfois de préjugés, d'ignorance parfois, et qu'il faut informer peut-être pour mieux prendre en charge. Est-ce que vous avez est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire mieux et comment est-ce qu'on peut imaginer quelques leviers qui pourraient franchement améliorer la prise en charge d'une façon peut-être globale? Alors, moi, je vais être très prosaïque. Si nous avions plus de moyens pour développer plus de centres, on pourrait développer une filière qui serait un maillage plus fin du territoire. Il y a des zones où il n'y a pas d'équipe spécialisée. Je pense que tous les soins, ce ne sont pas les équipes spécialisées qui les donnent, et loin de là. Mais ce que disent, par exemple, il y avait une enquête en région Rhône-Alpes sur les médecins généralistes. Ils disaient que leur difficulté, c'est que s'ils identifient, s'ils repèrent, il faut qu'ils puissent orienter. Et s'il n'y a personne vers qui on peut orienter, on se retrouve responsable d'une situation qui est très difficile et pour laquelle on ne peut rien faire. Et je pense qu'en tant que soignant, quand on est dans cette situation-là, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que développer, et c'est en cours, parce que le gouvernement a soutenu ces dernières années, la filière troubles des conduites alimentaires a reçu 3 millions, puis 2 millions, puis 1 million. Donc des choses qui sont importantes, ça a permis des actions, mais c'est très insuffisant par rapport aux besoins. D'où la tribune consignée à la fois les usagers et les familles et les professionnels pour demander plus de moyens. Après, je pense aussi qu'il y a besoin que nos différentes disciplines, que les gens qui travaillent en libéral et les gens qui travaillent à l'hôpital se parlent plus, échangent plus, se coordonnent mieux, et je pense que ça contribuera à améliorer les choses. Surtout que ces investissements permettent, si on regarde ça que d'un point de vue purement économique, de faire des économies, puisque un enfant qui n'est plus déscolarisé, qui n'est plus en échec scolaire, des parents qui peuvent retravailler normalement, des adultes qui ont un parcours de vie normal, c'est aussi moins de coûts pour la société. Donc, en fait, c'est de l'argent qu'on investit. Si on oublie notre rôle de purement soignant, si les politiques s'intéressaient même juste au point économique, on resterait gagnant, mais ça prend un peu de temps. Il faut accepter de miser sur le long terme. Bon, et puis on va être positif, les choses, elles ont évolué. Nos associations, elles ont été créées respectivement en 2005 pour la FAB et je crois en 2008 pour la FNA. Il s'est passé beaucoup de choses en France depuis cette date. Des recos sur l'anorexie, des recos sur la boulimie, des actions comme celle-ci. Je pense qu'il faut qu'on continue. Il faut que les jeunes comme Axel embarquent parce qu'on a besoin d'eux. Et que les familles embarquent aussi. Oui. On a besoin des familles à nos côtés. C'est essentiel. Vraiment. Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus. Les familles doivent s'investir et pas être uniquement consommatrices en attente de soins. Il faut que les familles s'investissent, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes les bienvenus. Mais comme elles le font dans beaucoup de pathologies chroniques, et je pense qu'il y a un petit retard, entre guillemets, à l'allumage, et on va tous avancer ensemble, et c'est comme ça qu'on fera vraiment progresser la prise en charge et les soins pour ces familles et ces patients. Je crois qu'on arrive au terme de cette conférence. J'espère que chacun a pu exprimer un peu son point de vue, donner son retour d'expérience. On espère que vous aurez appris malgré tout quelques petits éléments qui feront progresser finalement la prise en charge, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, parce que je pense qu'on doit tous s'améliorer. Il n'y a pas que les fonds, pas que la politique, pardon, il y a aussi nous, on doit faire mieux, mais il faut aussi peut-être donner les moyens de faire mieux. De toute façon, les actions continuent et puis on espère que les choses vont progresser et iront dans le bon sens. Et soyons optimistes. On est optimistes. Très bien. Je veux juste rajouter une petite une question sur le microbiote intestinal. Comme c'est ma thématique de recherche, je voudrais en dire un mot.
il y a une personne qui a demandé… oui, s'il y avait un lien entre la dysbiose intestinale et les troubles du comportement alimentaire. Comme c'est ma thématique de recherche, et je sais que c'est des questions que nous posent beaucoup de patients et de soignants. Oui, en effet, il y a une perturbation de la flore intestinale ou du microbiote intestinal chez les patients atteints d'anorexie mentale. Il y a une association qui est établie et qui est peut-être en lien avec les troubles, forcément en lien avec les troubles fonctionnels intestinaux, la constipation, probablement une conséquence, un facteur déclenchant, mais je voudrais juste clarifier les choses. On reste dans la recherche fondamentale et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de l'anorexie mentale passant par le microbiote intestinal. Donc, les recherches sont prometteuses et on est plutôt sur comment réduire les troubles fonctionnels intestinaux et les complications somatiques, mais on est vraiment au tout début de cette recherche. Je pense que c'est important de clarifier parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de traitement pour essayer d'améliorer le microbiote, mais qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas proposer de traitement du microbiote pour traiter les troubles du comportement alimentaire. Peut-être qu'on peut, dans les années qui viennent, traiter le microbiote pour améliorer le rendement de la renutrition, des troubles somatiques, notamment digestifs. Donc, la recherche est axée là-dessus pour l'instant. On espère qu'on aura des pistes et que les choses s'amélioreront de toute façon. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et puis, je ne sais pas si je vous dis à bientôt. Monsieur, on peut vous dire à bientôt. Ça veut dire que les choses progressent et qu'on se retrouve. À l'année prochaine. À l'année prochaine, oui, peut-être ça fait loin l'année prochaine. Ça fait loin l'année prochaine. À très vite. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.